suis vraiment super content d'être là pour ce que je disais tout à l'heure, ce qui va être probablement mon dernier talk avant un bon petit bout de temps, parce que dans plus de 10 jours, je crois un peu moins de 10 jours, je vais changer de vie. Je vais arrêter mon activité de conseil et j'ai Agicap, une startup lyonnaise, qui m'a contacté pour être leur VP of Engineering. Donc je pense que je vais changer de ville, je vais changer de vie, je vais changer de boîte. Et une grosse partie de mon rôle en tant que chef de la tech, ça va être de faire en sorte que la relation produit-tech soit au mieux pour qu'on puisse être le plus efficace possible et collectivement. Donc je suis ravi d'être dans cette conf avec vous aujourd'hui. Je pense que j'ai papoté avec beaucoup d'entre vous. Et puis c'est une conf live, donc ça c'est cool. On va parler des relations particulièrement entre le dev et le produit et le dev. Donc je vais vous parler un peu de feedback que j'ai eu à droite à gauche dans les différentes entreprises et pour les différents clients pour qui j'ai bossé. Puis je vous donnerai aussi un peu le ressenti qu'on a côté dev. Peut-être savoir qui est responsable produit ou product owner ou côté produit dans la salle, si vous pouvez lever la main. Ouais, sans surprise, ok, à 90%. Est-ce qu'il y a des devs dans la salle aussi un peu? Ok, ouais, un peu moins de 10%, d'accord. Donc on va peut-être aborder deux, trois sujets tabous, enfin on verra. Alors je vais me présenter aussi pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas, Thomas Pirin, ça fait 24 ans que je fais du logiciel. J'ai fait de la société de services, forfait régie, j'ai été salarié pendant 12 ans dans une grande banque d'investissement. Et il y a 6 ans, j'ai créé 42 Skills avec mon ami et associé Bruno Boucard, où depuis 6 ans, j'accompagne des clients à sécuriser des projets un peu critiques pour eux. Et donc, en montant des équipes, en participant, en poussant du code en prod, en faisant du management, en faisant de l'architecture, etc., etc. Je suis aussi co-organisateur du meet-up DDDFR. En gros, le domaine Driven Design, c'est le meet-up d'aime gens qui aiment bien mettre du métier un maximum dans leur code, leurs archis, leurs discussions. Donc voilà. Ok, les présentations étant faites, je voudrais vous poser une question. Comment ça va? Je veux dire, dans vos équipes, dans vos entreprises, sur vos projets, pour qui c'est un peu chaud, un peu compliqué, il y a des trucs. Ok. Ouais. Pour qui c'est extrêmement chaud? C'est compliqué. Enfin, vous êtes face à des problématiques vraiment complexes, etc. Ok, peut-être 5%. Qui n'a aucun problème ou alors c'est vraiment cruise control, c'est cool. Il y a des trucs, mais on les gère. Alors, si vous pouvez garder la main en l'air. Donc, c'est avec ces gens-là qu'il va falloir discuter dans les pauses toute la journée pour voir un peu. Comme on est nombreux ici, je ne vais pas vous faire monter sur scène pour témoigner, etc. Je vais vous raconter un peu de trucs que moi j'ai vécu. Premier feedback déjà que j'entends régulièrement, c'est putain, c'est trop long. Vos trucs de dev là, franchement, c'est trop long. On vous demande un truc simple, c'est pénible. Ça prend plus de temps que prévu. Les estimations, vos estimations aussi, elles sont un peu catastrophiques. Donc, c'est 2 sprints, 3 sprints pour des trucs énormes, 72 points. Non, faut arrêter, etc. Donc, vraiment, on ne comprend pas. Nous, produits, on ne comprend pas pourquoi c'est aussi long de faire des choses. Alors, plus souvent, c'est l'inverse. C'est-à-dire que vous nous dites que ça va être rapide et puis c'est long. Alors, il y a les deux trucs, quoi. Soit le dev dit que ça va être très très long pour décourager, soit on dit que ça va être rapide et puis finalement. Qui a vécu des situations où on pensait faire un truc rapidement puis ça durait des mois et des mois finalement? Ouais, 57% dans la salle. Ok. Un autre problème, c'est le côté geek qu'on peut avoir parfois un peu trop centré sur la tech. Et il y a des gens du produit qui en ont marre, qui témoignent et qui disent bah, franchement, des réunions où chacun a son vocabulaire un peu abscon, où vous, côté tech, vous utilisez beaucoup d'acronymes, de trucs techniques, c'est fatigant. Si encore certains devs faisaient un peu plus de pédagogie, à la limite, on pourrait monter un peu en compétence sur les sujets, mais parfois, il n'y a pas de vernis, quoi. Ça arrive et c'est un peu rugueux, c'est un peu abscon pour nous. Alors moi, j'ai vu aussi des gens, parfois du métier, feindre l'ignorance, parfois le mépris, face à cette situation dans laquelle ils n'étaient pas à l'aise. Et du coup, côté dev aussi, c'est vrai que ça fait des situations un peu tendues et chacun reste un peu en chien de fusil. Et puis aussi des meetings, le nombre de meetings où j'ai vu qu'il n'y avait pas de dev dedans, parce qu'en fait, il y avait souvent des ambassadeurs ou des ambassadrices, des coachs, des consultants comme moi, des gens à qui le produit sentait qu'on pouvait parler un peu plus métier et un peu moins tech.
Et du coup, c'est vrai que souvent, moi, j'entendais des trucs genre, bon, on est déjà trop nombreux, hein. Dans chaque réunion, on était déjà trop nombreux, il n'y avait jamais de dev. Euh, un autre truc, c'est parfois, nous, devs, on est un peu trop rigide. C'est-à-dire qu'on fait des ateliers, on arrive finalement à avoir un peu de temps ensemble, on se voit, on se parle et tout. Et puis nous, les devs, on arrive, oh, j'ai un format, je vais t'appeler ça, c'est les 3 amis, les tres amigos, là, en BDD, et on va ne faire que du Gherkin, given when then. C'est-à-dire que dès que quelqu'un du produit essaie d'expliquer un peu une vision, une façon de faire, etc., on dit ta, 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 ta. En given when then, ça s'écrit comment d'après toi? Et donc là, on est sur des réunions où on marche sur la tête parce qu'en fait, au lieu de se parler et de découvrir et d'échanger, d'apprendre, on se crispe sur le format. Une technique, ça doit libérer, ça ne doit pas contraindre, quoi. Les techniques sont intéressantes, hein, mais c'est à quel moment on le fait, avec qui, etc. Donc ouais, je connais pas mal de gens du produit qui en ont un peu marre de passer leur temps avec des équipes dev parce qu'elles nous perçoivent comme étant trop rigides sur la façon de faire. Dernier point, parfois, on est un peu perçu comme des garagistes. Alors, j'ai rien contre les garagistes, mais juste pour vous donner une petite image, c'est que quand vous allez déposer votre voiture chez un garagiste et qu'il vous dit qu'il faut changer toute la transmission, qu'il faut changer une partie du moteur, etc., à moins d'être expert dans le domaine, vous n'allez pas trop challenger, quoi. Éventuellement, vous pouvez aller voir quelqu'un d'autre, si vous n'avez pas confiance, mais vous avez un peu l'impression de vous faire embarquer dans un truc que vous ne maîtrisez pas, sur lequel vous n'avez pas beaucoup de choix. Bon, en tant que PO, c'est un peu difficile de changer d'équipe de dev. L'équipe de dev, là, ça marche pas du tout. Allez, on change tout. On va demander un devis ailleurs, quoi. Bon, en général, on ne sait pas faire. Donc moi, j'ai vu souvent des gens vraiment vivre ça comme une souffrance côté produit, de travailler avec une équipe déjà avec laquelle ça marchait pas bien, avec les conséquences qu'on a. Donc les relations produit-dev. Alors, qui trouve que la relation produit-dev, c'est hyper évident? Et on est 7%, un truc comme ça, à peu près. Pour qui c'est vraiment galère, enfin, il y a des enjeux, il y a vraiment des trucs à creuser. Je pense que... pas plus. En fait, il y a plein de pas d'avis. Ok. Bon, c'est un avis aussi. Euh, alors moi, je voudrais vous raconter une histoire pour vous illustrer un peu les difficultés produit dev. Donc, c'était dans les années 2010, dans une grande banque d'investissement française. Alors celle-ci, elle était groupée en deux grosses parties. Il y a une première partie, à gauche, c'était les gens qui s'occupaient des produits dérivés actions et dérivés actions. Eux, c'était les champions du monde. C'est pour ça que j'ai mis une petite truc. C'est eux qui créaient des produits dont ils étaient les seuls à comprendre dans le monde comment ça marchait, mais le monde était vraiment friand de ça. Donc ils étaient vraiment champions du monde. C'est les bleus. Et puis en rouge, il y avait l'autre partie de la banque, ceux qui vendaient des taux, des produits de taux, des obligations, des taux d'intérêt, des futurs, voilà, des trucs comme ça. Alors, c'est indispensable au bon fonctionnement de la banque, indispensable au bon fonctionnement du système, mais ce n'est pas générateur vraiment de revenus, donc ce n'était pas ce sur quoi on investissait dans cette banque. Côté IT, on suit un peu l'argent, hein, nous, côté IT. Donc, en gros, une grosse partie côté bleu, action, avec beaucoup de systèmes, etc. Et puis côté rouge, c'était la débrouille, quoi. C'était la débrouille. Au centre, il y avait un troisième pôle dans l'IT qui était les équipes transverses qui géraient les connectivités marchés. Quand vous êtes une banque d'investissement, vous avez des traders, des commerciaux qui doivent, je sais pas, échanger avec des clients, vendre des produits, pousser les prix, etc. Il faut se connecter sur différentes plateformes. La bourse de New York, de Hong Kong, etc., etc. Et en fait, ces connectivités-là, c'est des machines, hein, il faut brancher des logiciels avec des logiciels, il faut de l'infrastructure, etc. Et donc, elles travaillaient, mais bon, sans trop de surprise, elles travaillaient pour tout le monde, certes, mais elles travaillaient essentiellement pour les champions du monde. Ce qui fait que dans leur façon de travailler, les biais, etc., tout était fait à la sauce action dérivée action, là où les spécificités côté taux en rouge, là, n'étaient pas... C'était un peu le cadet de leurs soucis. Donc le time to market, pour se connecter à une nouvelle plateforme, quand on était rouge, on pouvait attendre que toutes les équipes bleues aient le temps de finir leur projet, etc. Du coup, un jour, le métier il en a eu marre. Le métier rouge, hein, le métier produit de taux, là, pas les champions, ils en ont eu marre de passer par cette équipe transverse et cette technologie vraiment de la maison. Et ils ont décidé de refondre complètement leur architecture et leur système de contribution, donc d'animation, c'est-à-dire de pousser des prix, des produits sur les marchés. Ils allaient la reconstruire, mais avec un produit du marché.
Donc je vais dire Zion pour rester anonyme, mais voilà, un produit marché qui gérait de la connectivité, puis qui faisait un peu le boulot des market makers. Alors market maker, c'est un gros mot comme ça, c'est les animateurs en fait. Les animateurs sur les... Je vais prendre juste 2 secondes pour vous dire ce que ça veut dire, parce que ça va avoir une petite importance juste après. Donc le market making, c'est quoi? C'est de l'animation. C'est une activité qui est gérée par quelques banques qui demandent à des traders, les market makers, les animateurs, de faire de l'animation. En gros, de pousser des prix sur plein de produits financiers pour donner l'impression à tout le marché qu'il y a de la vie. On appelle ça pousser des liquidités. On montre qu'il y a des trucs qui se passent sur les marchés, qui s'échangent. L'idée, c'est pas de gagner de l'argent, c'est de pas en perdre. C'est juste parce qu'en contrepartie, quand on fait ça, ce rôle de market maker, on a plein d'avantages pour la banque, par ailleurs, dans d'autres domaines, etc. Donc c'est une activité qui est quand même importante. Si on prend une analogie avec le monde un peu plus réel, les market makers, les animateurs, c'est un peu ces gens-là qui achalandraient des rayons dans les magasins et qui mettent des produits en permanence pour éviter que les rayons soient vides. Sauf que là, au lieu de faire que dans un seul magasin, les market makers de la banque, ils vont les mettre dans tous les magasins, dans toutes les grandes surfaces, en permanence, tout le temps, sur tous les types de produits. Donc en termes de distribution, c'est un peu plus balèze. Ok. Donc, market making, une plateforme de market making, en gros, pour ce matin, on va dire, c'est 3 grosses étapes. Première étape, ce sont des traders, les market makers, qui vont construire leur prix. Chacun, ils vont avoir un petit périmètre, ils vont s'occuper de tel et tel produit, ils vont construire des prix dessus. Alors ça, c'est leur sauce secrète, comme on dit. Et ils vont configurer un peu tout le système et pousser leur prix en permanence. Donc il y a des indicateurs qui bougent là, et plusieurs centaines de fois par seconde. Tout se rafraîchit, tout est recalculé, tout est poussé. C'est ce qu'on appelle des core price, c'est-à-dire c'est un prix dans l'absolu. C'est un prix presque platonique. Ce n'est pas un prix qu'on va pousser vraiment dans la vraie vie, mais c'est le prix de base pour en trouver d'autres. La plateforme de market making, donc ce dont on va parler juste après, c'est cette boîte jaune. On reçoit des prix des traders et on va les déformer. En fait, quand vous êtes une banque, vous avez des clients que vous aimez bien, des clients que vous aimez moins, et des gens dont vous vous méfiez. Donc en gros, sur un produit financier, on va distribuer des prix différents par catégorie de clients. On appelle ça du tiering. Les clients que j'aime bien, c'est les clients de la catégorie Gold ou Platinum. Et puis les clients que j'aime pas du tout, c'est les prédateurs. On sent que ce sont des gens qui vont, potentiellement, ils peuvent nous la faire à l'envers. Et donc, en fait, pour les prédateurs, on va mettre des marges de folie pour les dissuader. Et pour les bons clients, on va les traiter, on va faire des marges sympas. Donc, l'outil de contribution, le truc jaune, là, je reçois des prix platoniciens, là, et je les déforme, je rajoute des marges par catégorie de clients, le tiering. Et ensuite, on les garde pas pour nous, on les distribue, on les pousse sur les marchés électroniques. Ici, la bourse de New York, en Europe, et puis à Londres. Donc voilà, donc, les différentes catégories de prix sur tous les instruments, en fait, on les pousse en permanence partout. Donc, le boulot des market makers, c'est de faire ça, c'est de construire des prix, les pousser, les marger et les distribuer à nos clients par des hubs, des connectivités. OK? Bon, ça, c'est pour le contexte un peu fonctionnel. Maintenant, je vous présente Sébastien. Alors, Sébastien, c'est un assistant trader qui bosse à New York, dans cette grande banque, et qui adore son métier. Il est vraiment passionné par ce truc-là. Il est très motivé. Et on va lui confier les clés du camion pour ce programme de refonte de toute la partie taux, dont je vous ai dit. Tout le market making, on va devoir le refaire. Et donc, comme dans une précédente vie, il a déjà travaillé avec ce produit Zion, on compte sur lui, côté métier, pour en gros être un peu l'ambassadeur vis-à-vis de la tech, pour les aider, les aiguiller, en plus du métier qu'il connaît forcément. Autour de lui, il y a une vingtaine de personnes, des business analysts, des technical BA. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce terme-là, moi je n'avais jamais entendu. En gros, c'est des gens qui connaissent très bien le legacy. C'est des gens de l'IT, qui connaissent très bien le legacy, qui connaissent aussi bien le métier. Donc voilà. Des devs et un architecte dans le lot. Alors, les premiers pas sont un peu difficiles. Ça fait 3 semaines que le projet a commencé et Sébastien en a déjà marre. Et il dit mais putain, j'ai l'impression qu'il faut tout leur dire. C'est simple pourtant, on n'a pas grand-chose à faire pour commencer. Il faut tout leur répéter, il faut tout leur dire, c'est pénible. C'est simple, il faut juste relier les pricers qu'on a vus à gauche avec la nouvelle plateforme de Zion au centre.
On a juste à brancher les câbles, quoi. Je ne comprends pas. Alors, j'ai même, j'ai même demandé à l'architecte de choisir la base de données au début du projet. Et c'est un architecte que Paris m'a collé dans les pattes. Du coup, je lui ai demandé quelle base de données choisir pour le projet, parce qu'on ne va pas commencer sans base de données, hein. Mais il a été infoutu de me répondre. Je sais pas. Donc, franchement, je suis pas aidé. Non, puis ça devient inquiétant. Je leur demande des estimations. Et alors là, c'est la foire. Mais alors déjà, ils veulent pas jouer le jeu. Et quand ils sont forcés à jouer le jeu, je vous dis, ils font des 3 sprints. On m'a dit 72 tailles de t-shirt. Enfin, je pense qu'à un moment donné, il y a un truc. Ils doivent se foutre de ma gueule un peu, je pense. Mais j'ai du mal. Et moi, j'ai une roadmap à construire. J'ai mon management, moi, côté métier, qui me demande une roadmap hyper précise à 6 mois. Là, franchement, je suis un peu emmerdé. Par contre, pour faire des meetings avec tout le monde, il y a du. Alors, les devs, là, ils veulent organiser des meetings avec les autres équipes, avec moi. Moi, je suis entre New York et Paris, c'est un peu chaud. Avec les autres gens du métier. Ils sont même allés chercher, ils font des meetings avec des billets d'autres divisions. Si au lieu de papoter, de faire des meetings, ils avançaient un peu sur les premiers use cases, franchement, moi, je serais un peu plus rassuré. Non, et puis, à Paris, c'est quand même un peu des blaireaux, parce que l'équipe qui va gérer les nouveaux pricers, en fait, on refait tout, hein, on refait les nouveaux pricers, on refait le moteur de contribution, etc. En fait, c'est un transfuge des champions du monde. Et donc, en gros, lui, il arrive, il a une vision bien claire et bien définie sur les pricers. Et lui et mon équipe Zion, entre guillemets, là, les 20 personnes, là, ils n'arrivent pas à s'entendre. Ça n'arrête pas de se crêper le chignon. C'est pas à toi de faire ça, c'est à moi, file-moi l'info, c'est pas le bon format. Et ils vont tous se plaindre au niveau du management, de la hiérarchie. Franchement, piloter le produit dans ces conditions-là, c'est compliqué, hein, c'est compliqué. Ils se prennent la tête vraiment sur des détails. Moi, j'en peux plus. Bon, alors, vous l'aurez compris, le Golden Boy, il a un peu de difficulté, un peu de frustration aussi. On comprend bien. Et il est effectivement pris entre le marteau et l'enclume, entre sa chef qui est très, 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 très challenging, parce qu'il y a quand même des gros investissements qui sont mis sur la table, et puis l'IT qui semble pas maîtriser. Il pensait qu'il allait maîtriser bien le cheval, entre guillemets, quoi, et là, ça tangue dans tous les sens. Donc il ne le vit pas très bien. Il se dit peut-être qu'il aurait dû continuer à faire l'assistant trader au lieu d'être le PO d'une grosse refonte dans une banque d'investissement. Alors, est-ce que certaines et certains ont déjà entendu ou déjà vu des trucs un peu comme ça, ce que raconte Sébastien ou pas? Ah ouais, quand même, il y a une quarantaine de pourcents, peut-être 50, ok. Des trucs un peu comme les devs qui n'arrivent pas à vous faire des estimations, et vous avez une roadmap à construire, par exemple. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Ouais, normalement, c'est... Ouais, ok. Des calendriers entre le dev et le métier qui ont l'air de ne pas partager les mêmes multivers. Les gens, ils n'ont pas l'air d'avoir les mêmes contraintes. Des tâches a priori simples qui prennent 3 plombes. Genre, on pensait que ça allait être super rapide, et puis finalement, ça prend un temps fou. Ouais, bon, ok. Alors, des équipes de dev qui ont des problèmes avec d'autres équipes. Ça vous est déjà arrivé que votre équipe de dev, là, a des problèmes avec toute l'organisation d'autres équipes? Ah ouais, quand même, donc ouais, ok. Et enfin, le temps qui vous manque pour passer du temps avec le dev, creuser des sujets fonctionnels, etc., versus l'exécution et puis la contrainte de la roadmap et du delivery. Une petite frustration peut-être aussi pour certains d'entre vous, je pense, ouais, ok. Ok, moi je vais vous dire côté dev maintenant. Côté dev, comment ça s'est passé. Alors déjà, à la lumière du non-verbal de cette photo, je vous laisse un peu imaginer un peu Vous en pensez quoi? Pas super à l'aise, hein. Alors, maintenant que le point de vue de Sébastien, je vais vous montrer comment on l'a vécu. Alors déjà, l'architecte, c'était moi, celui qui refusait de choisir une base de données avant que le projet commence. En gros, mon concept, c'est moi, je ne sais pas choisir une technologie quand je ne connais pas les usages et quand je ne sais pas ce qu'il faut faire. Donc, comme ça n'avait pas encore été partagé, moi, je dis c'est le bon outil pour le bon usage. Donc, il y a plein de techniques pour avancer sans avoir choisi des technologies qui vont être pourtant structurantes. Et on peut commencer à se concentrer sur le métier sans s'occuper de ça, sans problème. Souvent, les organisations ont un peu de mal à l'entendre, ce truc-là. Donc, c'était la pression de l'organisation sur ce PO qui lui faisait me demander ça parce qu'il avait besoin. En gros, il avait un jalon en moins, hein, sur son truc parce que je lui avais pas donné de base encore. Je lui ai dit ça va arriver, mais d'ici quelques semaines. Est-ce qu'on a besoin d'une base relationnelle, une base orientée document, une base orientée graphe, j'en sais rien.
Ça va dépendre de ce qu'on va devoir gérer. Euh, donc c'est vrai que c'était un peu compliqué. Et puis l'impression de Sébastien aussi de devoir répéter les mêmes choses encore et encore. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette mini-vidéo là, The Expert. Si vous ne connaissez pas, allez la voir après cette conf. Elle est vraiment drôle. C'est 10 minutes, c'est à hurler de rire. Oui, en fait, ce que Sébastien avait oublié de nous dire tout à l'heure, c'est que lui, il a fait des meetings de cadrage pendant 3 mois avec tout le métier et avec 2 super top managers de l'IT qui avaient envie de passer du temps avec le métier, de se faire bien voir, etc. Sauf que c'est pas eux, après, les top managers de l'IT qui vont devoir implémenter la plateforme et faire le truc. Donc en gros, tous les détails, le contexte qu'ils ont eu, pas très utile pour nous. Du coup, c'est vrai que après, dans le code et dans ce qu'on commence à coder, etc., c'est un peu camoulox. C'est-à-dire qu'on a des trucs qu'on ne comprend pas vraiment ce qu'il faut faire. Dans le détail, on se perd assez vite sur des trucs qui deviennent très vite des décisions structurantes. Les specs arrivaient un peu en retard, bon ça c'est classique. Qui a toujours réussi à pousser des specs ou des stories, etc., avant que les devs commencent à bosser? Ouais, donc il y a peut-être 3%. Donc voilà, c'est un classique. Mais surtout, il a fallu faire comprendre à tout le monde pourquoi on avait besoin d'un référentiel. Alors, un référentiel instrument pour pouvoir, en gros, brancher les pricers et le truc. On avait besoin de quelque chose qui permette de faire le lien. Et là, franchement, ce n'était pas prévu dans leur cadrage initial. Donc, côté IT aussi, le transfuge là, des champions du monde qui s'occupait du pricer, ça a été assez compliqué. Alors, on va l'appeler ici Thierry pour garder son anonymat. Mais il avait, lui, comment dire, il refusait de comprendre qu'on avait besoin d'un référentiel pour brancher les 2 systèmes. Pour lui, tout était fichier à plat. C'est ce qu'il avait connu depuis le début sur la partie champion du monde. Tout était fichier à plat, et puis c'est des fichiers, on met de la correspondance, etc. etc. Nous, on a été confrontés à un truc qu'il n'avait pas en tête, c'est ce qu'on appelle des rôles de futur. Rôle de futur, ça paraît compliqué comme ça, mais c'est quoi? Ça veut dire que tous les trimestres, il y a des instruments financiers qui disparaissent et qui sont remplacés par d'autres. Ce qui fait qu'on a des produits financiers que les market makers ils publient des prix dessus. En fait, aujourd'hui, c'est sur un instrument, demain, ça sera sur un autre. Donc il y a tout un workflow, il y a tout un changement, il y a plein de choses qu'il faut faire entre les deux pour que le système du trader se passe bien. Lui, ça lui parlait pas, donc très très compliqué. Donc en fait, il allait dire à toute la responsable de l'IT qu'on ne savait pas faire notre boulot, qu'on s'emmerdait dans les détails, qu'il fallait, avec des fichiers à plat, ça aurait été beaucoup plus simple, qu'on se prenait la tête pour rien, etc. Et Sébastien, le PO, en fait, il n'avait pas travaillé tant que ça sur cette partie-là du business. Donc pareil, il ne comprenait pas trop les enjeux. Lui, il avait quelqu'un à côté qui lui dit, mais au lieu de se faire chier à faire un référentiel, on pourrait faire juste un fichier à plat sur toutes les machines. C'était plus rapide pour lui, donc go quoi. Donc c'était assez compliqué. Et en fait, le problème, c'est que la plupart des gens n'avaient pas travaillé dans le même contexte. Ils n'avaient pas le même contexte en tête. Et c'est là un des points clés dont je voudrais vous parler ce matin, c'est la force et la puissance des contextes. Le contexte, c'est quelque chose qui est capital quand on fait du logiciel. Et c'est d'ailleurs un des piliers du domain driven design, le truc dont je vous parlais tout à l'heure, ceux qui aiment bien mettre du métier dans le code, hiérarchie. On veut modéliser pour des usages certes, mais à contextualiser. Alors ça fait vraiment toute la différence, les contextes. Alors on va prendre un exemple, pour que ça soit plus parlant pour vous. On va prendre un client. Qu'est-ce que c'est qu'un client? Alors déjà, dans le contexte de la vente et du suivi du client, le CRM, ce qui va nous intéresser chez le client, c'est ses catégories socio-professionnelles, ses centres d'intérêt, etc. C'est à peu près tout ce qui va nous... Enfin, je vous la fais en synthétique à chaque fois. Dans un autre contexte, celui de la compta, en revanche, ce qui va nous intéresser dans le client, ce sont ses moyens de paiement et les délais de paiement, etc. etc. Catégorie socio-professionnelle, on en a un peu rien à... Voilà, côté compta. Côté livraison, maintenant, shipping, là, ce qui va nous intéresser, c'est l'adresse du client, ce sont ses disponibilités, etc. Donc on voit bien que c'est le même animal, entre guillemets, mais en fait, dans ce qui nous intéresse en termes d'usage et de choses à faire et d'informations de système, ce sont des choses très très différentes. Si on essaye, comme souvent, de tout mettre dans le même bateau, tous les œufs dans le même panier, on a des problèmes de couplage, on a des problèmes vraiment les uns et les autres qui se marchent sur les pieds en utilisant les mêmes infos pour des use cases différents.
Donc voilà, le domaine driven design il nous dit réaliser qu'il y a des contextes, les gens ont des contextes, et tout le vocabulaire qu'ont certains PO ou certains domaines experts, etc., doivent être pris dans leur contexte. Là, alors bien entendu, il y a des relations hein, entre les contextes. Hein. C'est pas chacun vit sur son île sans jamais se parler, on se parle, mais on contrôle les flux d'informations et ce qu'on partage entre contextes. C'est ça qui nous donne la liberté. C'est ce qui donne la liberté dans chaque île, dans chaque patate, on dessine des patates en DDD, d'être super autonome et d'être super time to market dans notre contexte à nous, sans se faire tirer tous les boulets des autres contextes qui doivent pas valider tous nos choix, etc. Vous vous êtes peut-être demandé tout à l'heure, en écoutant Sébastien, pourquoi les équipes Pricer et les équipes Zion se sont pris la tête. Bah, c'est essentiellement à cause de ça, à cause d'une vision non contextualisée. Parce que quand tout est instrument, rien n'est instrument. Et c'est ça le problème qui nous est arrivé. Parce que tout le monde parlait d'instruments depuis le début sur le programme, mais tout le monde, mais personne ne parlait de la même chose. Personne. Et donc, ça rend le code et les décisions hyper compliquées si on ne prend pas conscience de ce truc-là. Alors, en réalité, on avait plusieurs types d'instruments, sans le savoir ou sans le percevoir. On les a découverts progressivement. Donc on avait en premier les instruments financiers, ce qu'on appelle la Street View. En gros, c'est les informations qu'on trouve quand on Google sur un instrument financier. Il y a des codes, un code ISIN, il y a un label, il y a des paires de devises, etc. On a les instruments marchés. Ça, c'est quand on se connecte à une plateforme, comme la bourse de New York, etc. Cet instrument financier qu'on a à gauche, il va avoir une instance côté bourse de New York, avec des codes spécifiques, avec des règles d'arrondi spécifiques, enfin tout un tas de trucs qui sont vraiment spécifiques au marché. Donc ça n'a pas de sens de le mettre à gauche, puisque c'est vraiment du spécifique marché. Et en fait, ce qui nous a manqué à toutes et à tous pendant des semaines et des semaines, c'est de toucher du doigt le fait qu'on avait un truc qui nous manquait, et qui était le trading instrument. Le trading instrument, c'est l'instrument pour le trading. Donc en gros, ça va être l'instrument, l'outil de travail du quotidien du market maker. Lui ou elle, ils vont pas vouloir refaire tous leurs settings, tous leurs spreads, toutes leurs marges, les configurations pour chaque instrument, à chaque fois qu'il y a un rôle de futur. On ne va pas vouloir faire ça, on ne va pas perdre tout le temps. Donc on veut un truc qui a un îlot de stabilité et qui va pointer vers les autres concepts dans les autres domaines. Donc là, par exemple, à gauche, financier à l'instrument, vous avez 3 futurs comme ça. Alors chacun, ils ont une date de péremption. Enfin, le premier en haut, c'est septembre, après c'est décembre et après c'est mars, c'est tous les trimestres. Hein. Et donc en fait, le trading instrument, c'est ce que va manipuler le trader au centre. Avant septembre, le trading instrument, il va référencer le futur qui finit en septembre. Et donc du coup, tout ce qui va être décliné côté marché, ça va être l'équivalent de ce rôle de futur qui finit en septembre. Donc les prix ne sont pas les mêmes, etc., entre les 3 à gauche. Hein. Et après septembre, après le roll, en fait, le futur du haut, il n'existe plus, il n'est plus distribué, et le trading instrument, tous les réglages du trader doivent être toujours les mêmes. C'est juste qu'on a changé de sous-jacent techno, et du coup, il faut aussi quand même pousser sur les marchés l'équivalent de ce sous-jacent-là dans chacun des marchés. Donc il nous manquait ce truc-là. Alors quand on ne perçoit pas les contextes comme notre Thierry, champion du monde, là, des dérivés actions, du coup, on voit bien qu'il y a plein de processus importants, il y a des choses qu'il faut faire, des workflows, des vérifications à faire quand il y a le rôle et tout, qui lui passent vraiment au-dessus de la tête, et donc qui sont par contre très graves pour le métier quand on discute vraiment avec certains market makers qui travaillent depuis des années et des années. Donc en fait, ce qu'il faut traiter, coder, c'est cette partie centrale. Oui, donc du coup, effectivement, le rôle de futur, c'était le truc qui lui manquait. Et quand on ne perçoit pas les contextes comme ça, effectivement, les contextes comme ça, là, on ne voit pas ce qui se joue, et donc on perd une grosse partie de la richesse métier. Alors, si on ne fait pas le coup dans le code, on a encore plus de camoulox. Hein. C'est-à-dire que si on ne se rend pas compte qu'il y a ce besoin de trading instrument au début, on fait des trucs stupides, qu'on fait des faits. On apprend en passant, hein, c'est comme ça qu'en fait on a fait émerger le truc. Mais pour des gens qui veulent faire un programme qui est hyper lancé sur les rails avec des roadmaps, et quand on a cranté un truc, on ne doit plus y revenir, etc. Ce qui était un peu le cas parce que tout le monde était un peu inquiet par les enjeux de delivery. Ça fait des situations qui sont compliquées pour tout le monde, y compris pour la roadmap. Okay, bon, on va s'arrêter là pour mon histoire et passer plutôt à quelques caractéristiques et ressentis en interne que nous, on a l'impression, qu'on vit plusieurs fois et qu'on retrouve côté dev. C'est un peu
on va essayer de faire des choses simples, basiques. On ne va pas rentrer trop dans les détails. Mais si vous voulez être efficace dans vos projets, je pense que c'est important, si vous n'avez pas conscience de certains points que je vais vous donner, d'en prendre conscience puis qu'on en discute. Alors déjà, bon là j'ai pris le truc le plus cliché, mais ça arrive encore quand même. Moi j'ai vu ça chez un client il n'y a pas si longtemps, ça arrive encore quand même. Des PO qui se prennent pour des chefs, qui se prennent pour des directeurs de projet et dans l'exécution, qui sont vraiment à fond dans l'exécution. Alors heureusement, ils sont rares, mais il y en a quand même. Et plus fréquents sont celles et ceux qui nous disent comment bosser et pas ce qu'il faut faire, enfin sur quoi bosser. Qui nous disent comment et pas qui, au lieu d'arriver avec des problèmes, qui arrivent avec des solutions. Très souvent, ce sont des gens qui sont passionnés par... voilà. Soit ils ont une forte expertise sur les systèmes actuels, et en fait, on ne voit plus les process métiers, et on voit le système actuel, et on veut le reproduire. Moi, j'ai vu, ça fait 24 ans que je bosse dans le logiciel, le nombre de fois où j'ai vu des spreadsheets Excel développés en mode appli web, qui étaient juste des portages d'un quelque chose qui était déjà utilisé dans le spreadsheet Excel, au lieu de se poser la question de quel service ça rend, comment je peux appuyer le quotidien des gens du métier avec mon appli, etc. Enfin, des use cases, quoi. Heureusement, c'est très rare, mais ça arrive de temps en temps. Les passionnés de la roadmap aussi. Alors, bon, bien sûr, alors, non, il y a des gens qui sont vraiment passionnés par les roadmaps, c'est leur dada. Et puis, il y a des contextes où, effectivement, c'est toute la structure qui nous demande des roadmaps hyper précises, hyper pointues, etc. En fait, ça ralentit très souvent, comme des freins, ça ralentit tout le monde comme des freins. Il faut juste réaliser que nous, dans 80% des cas, côté dev, on est obligé de s'engager sur un truc dont on connaît que 50% au mieux du fonctionnel. Il y a au moins 50% qu'on va découvrir sur la route et qu'on ne sait pas. Et donc on nous demande de nous engager sur un truc qui est c'est hyper compliqué, c'est assez perturbant pour nous. Et donc, en fonction de notre maturité, en fonction du contexte dans lequel on se trouve, humain, on ose plus ou moins le dire, quoi. Donc, la plupart des cas, on ferme notre mouille et puis on donne un chiffre et voilà, quoi. Et puis on espère que ça va coller. C'est tout l'intérêt de l'agilité, du travail en flux par rapport au big upfront design, big upfront planification, etc. Pour certaines personnes, côté produit, il est hyper dur de sortir de cette vision. On veut du côté un peu déterministe, quoi. On veut vraiment... Alors, on n'ose plus trop vous le dire, mais c'est vrai que nos estimations... Alors, pourtant, on a essayé de vous faire passer des messages avec des jeux de cartomancie pour deviner les estimations avec des cartes et des machins, etc. Tout le monde a l'air de prendre ça très au sérieux. Les estimations, c'est quelque chose qu'on ne sait pas faire côté dev. Et il y a même une règle, une constante de l'univers, qui dit que tant qu'on n'a pas codé un truc, on ne peut pas savoir ce qu'il va falloir faire et combien de temps ça va nous prendre. Alors après, on peut cutter plein de trucs pour finalement tenir dans les délais, mais c'est hyper compliqué. Donc, ouais. Alors pourquoi on n'aime pas bâcler? Alors il y a des gens qui disent ouais, ils font chier les devs et tout, ils parlent de qualité, etc. En fait, je pense qu'il y a beaucoup de maladresse. Très souvent, il y a des gens qui, à force d'avoir vécu des drames, se jettent dans l'autre bord, on tord le bâton dans l'autre sens, comme disait Schopenhauer. En gros, c'est le truc, c'est est-ce que vous aimeriez faire la cuisine là-dedans? C'est une question rhétorique, bien entendu. Nous, quand on commence à foutre du bordel et quand on laisse un peu les trucs dériver dans le code, c'est notre quotidien. Toute la journée, on vit là-dedans. On subit ça. Pour vous projeter un peu, c'est un peu comme si vous, dans votre quotidien, vous aviez des mails avec des fake news, des fausses informations, des fautes d'orthographe partout, des faux amis en permanence, etc. etc. Ça serait assez usant, je pense, à la longue, avec des vrais mails, des faux mails, enfin des trucs. Si votre quotidien ou dans vos échanges, pareil, des informations étaient comme ça, pour nous, c'est notre quotidien et c'est harassant et du coup, ça désengage en fait beaucoup. Donc il y a un juste milieu à trouver entre les ayatollahs de la qualité et voilà. Eux, souvent, ils décrochent par rapport aux besoins fonctionnels et il faut les recadrer un peu, il faut les ramener à la réalité. Tout n'est que compromis. Mais il faut avoir ça à l'esprit quand... voilà. Et de la même façon, si vous devez cuisiner là,
Le nombre de trucs qu'il faut déplacer avant de pouvoir libérer un peu l'évier, laver, libérer les plaques, etc., ça nous ralentit dans tout en fait. Ce bordel-là, il nous ralentit au quotidien parce qu'à chaque fois qu'on veut faire un geste simple, il faut tout déplacer, choisir les bons trucs, les trouver, les mettre sur le feu, faire le truc, etc. C'est pour chaque geste simple. Donc, vous savez, les features, c'est des trucs qui devraient être simples. Si on n'a pas nettoyé au fur et à mesure, un peu comme les chefs, hein, les chefs en cuisine, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de voir à quoi ça ressemble, c'est nickel tout le temps, hein. On fait un truc, on nettoie. On fait un truc, on nettoie. Nous, on n'a pas souvent le luxe ou la chance, ou en tout cas, on ne prend pas assez souvent, je pense, on devrait imposer le fait de non, attends, je dois nettoyer avant de faire la suite. Alors, expliciter les implicites, ça c'est un des motos du DDD. Et c'est un réflexe qu'on a encore trop peu à avoir, malheureusement. C'est pourtant le nœud du problème. Pour nous les devs, hein. Nous, on souffre toutes et tous des impacts des implicites des uns et des autres. Alors des implicites du métier, par exemple là, le truc de tout à l'heure, je vous disais, tout le monde parlait d'instruments. Donc quand j'ai débarqué sur le programme, tout le monde parlait d'instruments. C'est simple, il faut contribuer des instruments, que t'envoie le priceur, etc., etc. Ok, c'est simple. Ben, en fait non, en fait c'était pas simple. Et dans le nombre de meetings qu'on a eu avec des gens qui appartenaient à des contextes différents, qui utilisaient le même langage, mais pour dire des choses radicalement différentes. Et on était tous comme des idiots du village. À la fin, on pensait qu'on avait acté une décision, un truc. Et en fait, on se rendait compte à la réalisation que ça n'avait rien à voir avec ce que chacun avait compris de la situation et de ce qu'on avait décrit. Donc en gros, mais on est aussi victime de nos propres implicites. Quand je vous disais que Thierry, qui avait toujours travaillé dans des situations côté action, dérivation, avec des fichiers à plat et des machins, lui, le besoin d'un référentiel dynamique qui gère les rôles de futur, qui déclenche des traitements, des vérifications à chaque fois qu'on change de sous-jacent, ça, il n'en avait pas connaissance. Donc, biais de confirmation, on est tous avec nos biais de confirmation. Et donc, parfois, aussi, nous, on est un peu tête de mule et on reste un peu ancré sur ça. Alors, parfois, on est confronté à de la susceptibilité. Ça, c'est souvent avec des jeunes, des très jeunes PO. Nous, on arrive avec beaucoup de questions. Enfin, moi, en tout cas, je fais partie des gens qui posent beaucoup de questions. J'ai besoin justement d'expliciter les implicites. Donc, derrière chaque mot, je vais pouvoir essayer de creuser. Est-ce que tu aurais un exemple, s'il te plaît? C'est souvent le est-ce que tu aurais un exemple, s'il te plaît? C'est magique. Ça permet d'enlever l'ambiguïté et de lever certains implicites. Très souvent arrivé que certains responsables produits le prennent mal, le fait qu'on pose des questions. C'est comme si on remettait en cause ce qui a déjà été dit avant. Comme si on n'était pas d'accord. Alors qu'en fait, ce qu'on veut juste, c'est des précisions. Et chaque question, comme disait Pablo tout à l'heure, est l'opportunité pour nous de nous rendre compte qu'on n'avait rien compris, ou qu'on n'était pas exactement sur la bonne route, ou qu'il faut réajuster un peu notre compréhension, etc. Donc c'est vraiment important de pouvoir questionner. Et du coup, alors, quand on fait du dev, on a un truc qui s'appelle l'egoless programming. C'est de dire, ton code, c'est pas toi. On peut critiquer ton code, c'est pas toi qu'on va critiquer. Ça, c'est difficile pour nous, hein. On met des années avant de le recevoir dans les revues de code et tout. Parfois, c'est un peu compliqué parce que les gens se mettent vraiment, ils se voient, c'est eux-mêmes qu'on critique. Bah, avec certains PO, moi, il m'est arrivé de voir un peu la même chose, c'est-à-dire certaines questions qui sont un peu challenging ou vraiment ou les 5 pourquoi. Bon, il faut le faire. Faut le faire avec subtilité, parce que pourquoi, là c'est vrai que c'est fatigant, mais parfois on a des gens qui, moi il m'est arrivé très souvent avec des rencontres avec certains PO où ça commence un peu dur, puis finalement quand on apprend à se comprendre et à voir qu'il n'y a pas d'agenda caché autre que d'essayer de comprendre, ça va mieux. Mais il y a des gens qui refusent, enfin, côté dev, il y a des gens qui n'osent plus poser les questions. Parce qu'en fait, très vite, ça devient du conflit, derrière la susceptibilité ou le manque de maturité. Et donc, après, on reste comme des coquillages dans leur coquille, quoi. Il faut que vous compreniez que pour nous, ça prend du temps de comprendre le métier, de comprendre, lever tous ces implicites, etc. Ça prend vraiment du temps. Et découvrir ce qu'il y avait derrière le mot instrument que prononçait tout le monde, ça a pris quelques semaines. Et ça a pris quelques semaines parce que le dispositif à la base était pas très bon, que c'était mal vu de poser des questions. Tout le monde n'avait pas le droit de poser des questions. Et donc là, ça fait un dispositif où on n'apprend pas, le feedback passe pas. Ça aurait pu être beaucoup plus court. Bon, mais au moins, on a appris un truc. Nous, on parle souvent de distillation de nos modèles mentaux, un peu comme la distillation ici. Le code, ce n'est rien d'autre que la représentation de nos modèles mentaux à nous, les devs. Donc si c'est fucked up dans nos têtes, là, le système, il va être tout pourri. Donc il faut vraiment, ça doit être une obsession pour vous, côté produit,
faire en sorte que les devs ont vraiment compris. Pas juste qu'ils s'engagent à vous faire un truc, mais qu'ils aient compris que vous ayez cette relation qui vous permet de... En tout cas, si vous voulez être rassuré ou si vous voulez être efficace, je pense que c'est ça. Ce qu'on a en prod, c'est la représentation mentale du modèle des devs. Et c'est vrai que nous, devs, notre véritable métier, c'est d'apprendre. C'est pas juste d'exécuter ou de coder, c'est vraiment d'apprendre. On passe 80% de notre temps à apprendre des trucs sur votre métier, sur vos objectifs, sur les contraintes, sur comment ça marche pas, etc., etc. Et pour ça, ben en fait, on a besoin de vous parler le plus souvent possible. Et je rebondis sur ce que disait Pablo tout à l'heure, c'est vraiment ça qui est clé, avoir l'occasion de mieux comprendre le métier, il faut qu'on passe du temps avec vous. Et aujourd'hui, j'avais fait un sondage sur Twitter là, en disant, voilà, côté dev, qu'est-ce qui est le plus frustrant pour vous dans la relation avec le produit, etc. Le plus frustrant pour nous, c'est de ne pas vous voir suffisamment souvent et de ne pas pouvoir échanger plus souvent avec vous. Parce qu'en fait, c'est une partie... les 50% de flou là, dont je vous parlais tout à l'heure, là, des fois, parfois, ça reste très longtemps. On avance. Alors, on ne peut pas lever tous les flous, hein, c'est pas forcément souhaitable. Mais en tout cas, pour nous, on a besoin d'avoir du feedback. Donc, que ça soit safe psychologiquement de poser des questions, qu'on ne se fasse pas retoquer devant tout le monde avec mais c'est évident. Nombre de devs qui ne posent plus jamais de questions. Moi, je passe mon temps à faire, pas le débile, mais à poser des questions simples dont je connais parfois la réponse, juste parce que je sais que dans la salle, mes collègues n'ont pas saisi un truc. Alors parfois je me trompe et du coup c'est l'occasion d'avoir un feedback et tout le monde a appris un truc et moi le premier, mais parfois juste de poser la question, d'être celui qui ose poser la question pour que les autres qui n'osent pas évitent de partir après dans tous les sens quand ils vont exécuter. Donc c'est difficile pour un dev de challenger le métier, d'aller poser les questions, c'est difficile. On n'a pas, sociologiquement parlant, on est des simples exécutions pendant très longtemps, on a été ça, etc. On a du mal à sortir de ce costume-là. Et du coup, dès que c'est un peu pet sec ou cassant en face, quand on a des réponses, en général, il n'y a plus personne. Donc c'est pour ça. Parlons-nous un peu plus, et puis dès aujourd'hui, en commençant déjà par cette super conf, là, où moi je suis très très content, qui s'annonce vraiment cool. Et il ne reste plus qu'à vous remercier pour votre temps ce matin, et puis de vous souhaiter une très bonne conférence. Merci. On a 5 minutes s'il y a des gens qui veulent échanger, poser des questions, etc. C'est possible, sinon c'est café, comme vous voulez. Question? Ouais? Pour parler plus ensemble, déjà il faut se voir. Alors déjà il faut se voir, donc il faut se donner du temps. Moi je pense que 90% des organisations pour lesquelles j'ai bossé, il y avait les super sachants au début du projet, ceux qui cadrent, ceux qui se voient, ceux qui ont le temps de cheminer et d'avoir des modèles mentaux qui vont se raffiner, très souvent côté métier. Je te disais tout à l'heure, il y avait 2-3 managers top niveau parce que le temps de tout le monde est compté, etc. En fait, ce qu'on ne réalise pas dans les organisations, c'est que... alors tout le monde dit le temps c'est de l'argent, on est déjà trop nombreux dans ce meeting, etc. Mais en fait, il y a des moments qui sont clés et si vous n'avez pas les développeurs impliqués dedans, en gros c'est le bouche à bouche, quoi. Au bout d'un moment, tu dis un truc et à la fin, quand ça arrive au moment de l'exécution, ça n'a plus rien à voir. Et la subtilité, par exemple, sur les instruments, elle est perdue complètement. Donc c'est se voir. En fait, c'est pareil. Moi, il n'y a pas de recette magique. C'est plus tu vas te voir, plus vous allez vous parler, et plus vous allez trouver ensemble les meilleures formules, ce qui marche bien dans votre organisation, ce qui est bien perçu socialement ou politiquement, comment contourner aussi certains blocages politiques. Donc voilà, c'est pareil en dev. Hein, plus tu fais un truc, plus tu deviens efficace quand tu vas le faire. C'est pas hyper funky comme, comme réponse, mais j'en ai pas d'autres. Ah si, un truc qui est important quand on se parle, ça c'est une arme fatale. Donc il y a 2 armes fatales pour moi. Il y a, est-ce que tu aurais un exemple, s'il te plaît, à me donner? Donc ça c'est clé pour lever toute ambiguïté ou comprendre qu'on a loupé un truc, etc. Est-ce que tu as un exemple, s'il te plaît? Et l'autre, c'est la reformulation. C'est quand quelqu'un te dit quelque chose, c'est d'arriver à reformuler pour être sûr que c'est de la communication, c'est du feedback aussi. Hein. Tu me dis un truc, je te confirme, etc. Et on s'ajuste. Et donc voilà, ces 2 trucs-là, pour moi, et peut-être les 5 pourquoi aussi, c'est mes 3 petites
d'amulettes dans ce genre d'atelier. Je t'en prie. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui? Bonjour. Bonjour. Alors du coup, de manière concrète, qu'est-ce qu'il faut faire au démarrage d'un gros projet? Parce que tout à l'heure, vous parliez du fait de ne pas associer tous les devs. Oui. Et effectivement, on a aussi la problématique d'avoir trop de personnes en fait, dans les réunions de cadrage. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on met du coup toute l'équipe qui est censée travailler sur le projet dès le départ, Ouais. ou il faut multiplier en fait les réunions fonctionnelles pour pouvoir expliquer le besoin? Alors, moi, il y a une formule que j'aime bien, c'est l'event storming, qui est un atelier, d'ailleurs, je crois que c'est Pablo, hein, c'est ça, tu fais de l'event storming cet après-midi? Marie? Ok. Celles et ceux qui ne connaîtraient pas encore ce best-seller, allez voir leur truc, c'est vraiment une technique qui est géniale. Ça permet d'avoir un ultra haut débit avec beaucoup de gens. Très souvent, quand tu as beaucoup de gens, ça peut être le boxon, ça peut être le bordel, etc. Donc là, c'est un workshop latin, c'est très bordélique, mais ça te permet d'avoir plein de discussions à bande passante très large et d'aligner les modèles mentaux de tout le monde. C'est-à-dire qu'on va servir du mur pour aligner les modèles mentaux de tout le monde sur ça. Et ça, pour l'alignement, c'est génial. Pour le team building, c'est génial. Pour identifier les problèmes politiques ou d'organisation ou psychologiques ou machin dans une équipe, c'est aussi très, très utile. Du coup, pour débunker après lors de l'exécution. Donc moi, je suis assez fan de ça. Quand je débarque chez un client, en général, je commence par un event storming. Et après, on voit en fonction de comment ça se passe. Mais je ne connais pas une situation. Il y a eu une fois où ça a été un désastre pour moi, mais c'est mon deuxième. J'ai fait un blog post dessus, je pourrais mettre sur Twitter ou redonner le lien, où là, c'était un désastre. Mais sinon, j'ai dû en faire des trentaines, quarantaines, et tous, ça a été bénéfique et les gens étaient contents. Métier, dev, donc c'est très utile, event storming. Et moi, je fais partie des gens qui communiquent plus que de raison, par exemple, avec mes équipes. Je considère que... j'entends souvent, dans plein d'organisations dans lesquelles j'ai travaillé, il ne faut pas polluer les gens avec trop d'infos, il ne faut pas machin, etc. En fait, si vous avez des règles du jeu avec je te mets en destinataire direct, voilà ce que ça veut dire, je te mets pour info, voilà ce que ça veut dire. Pareil pour les meetings, de savoir qu'il y a un meeting qui a eu lieu sur ce sujet avec un ordre du jour et que les gens dans l'équipe puissent savoir comment ça se passe, même s'ils ne viennent pas parce qu'ils sont en pour info et que chacun a plein de trucs à faire. Moi, je sais que j'ai beaucoup de gens qui me disent que ils adorent ça, quoi. Ils adorent ça et en fait, on est assez rare à faire ça. On a tous peur de « oh là là, j'ai peur de trop les polluer avec trop d'infos ». En fait, sur un programme ou sur un projet ou sur un truc, ok, il ne faut pas se faire avaler par le trop d'infos, mais tu dois apprendre à le gérer. Et l'apprendre à le gérer, ce n'est pas en ne le faisant pas, c'est en le faisant et en trouvant des techniques pour être moins fatigué, pollué par ça, quoi. Ouais. Merci. Bien fonctionner dans des équipes qui sont majoritairement à distance les unes des autres. Alors, est-ce que ça peut fonctionner dans des équipes qui sont majoritairement à distance les unes des autres? C'est ça? C'est ça ta question? Oui, c'est ça. Ok, d'accord, merci. C'est un enjeu. Par exemple, je sais que là où je vais, il y a une équipe produit qui est très très grosse, nombreuse et qui foisonne et qui est dans les mêmes locaux. Et toute l'IT est répartie dans toute la France en remote. Là, ça va être une grosse partie de ma mission. Ça va être de voir comment on peut tisser les liens, faire en sorte qu'on se comprenne bien, qu'on bosse très étroitement ensemble, malgré ce double setup. Donc pour l'instant, je pense que j'aurai des trucs à raconter, mais d'ici quelques mois ou quelques années, quoi. C'est un enjeu. Clairement, c'est un enjeu. Il ne faut pas le sous-estimer. Ça, c'est sûr. Ouais. C'est bon? Ah, c'est une question. OK. La grande difficulté de ta présentation, c'est que tu énonces des choses de façon très simple, mais qui sont très difficiles à mettre en œuvre. Par exemple, c'est Niels qui me faisait remarquer ça, à très juste titre, je ne sais pas où il est. Par exemple, ton slide sur les contextes. Oh, bon, effectivement, il faut faire attention à plusieurs contextes. Ok, allez, on passe à la suite. Et comment tu gères ça dans ta vie de tous les jours, que les choses les plus essentielles sont simples à exprimer, mais les gens, c'est très difficile à attraper, entre la facilité de l'exprimer et la difficulté à l'attraper? Alors, déjà en parlant régulièrement, en trouvant des exemples dès que possible pour l'illustrer. Pareil, est-ce que tu auras un exemple, s'il te plaît, ou moi donner des exemples? C'est comme ça que souvent on arrive à appréhender. Mais à part répéter, voilà.
Et de prendre conscience que c'est pas évident, effectivement. Et là, j'ai parlé de quelques sujets, mais en fait, il y en a plein d'autres, et tous ces sujets s'entremêlent dans les équipes, sur les projets. Il y a la culture. Je n'ai pas parlé de la culture, enfin, pas directement de la culture, mais la culture, c'est ce qui va vous bouffer. Voilà, quoi. Et donc, pareil, comment on gère une culture, par exemple, dans une entreprise qui est très command and control, où il est mal vu de poser certaines questions quand on n'est pas à un certain rang, etc. Ben, comment je fais pour avoir du feedback? Ben là, c'est pareil. Alors là, il n'y a pas de solution magique. C'est vraiment très contextualisé aussi, mais pour moi, c'est le kiff du métier. En gros, c'est ce qui fait la richesse du métier, c'est ce qui fait la richesse des interactions et des équipes. À part de le faire et de prendre du plaisir et de trouver des moyens d'y prendre du plaisir et de progresser, je ne saurais pas quoi dire. Ok, donc tu dis répéter, 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 répéter. Essayez, tu vois, c'est essayer plus tu vas faire quelque chose, plus tu vas avoir de feedback, plus tu vas t'améliorer, plus tu vas apprendre. Donc en fait, c'est comme quand tu releases, quand tu mets en prod. Si tu mets en prod plusieurs fois par jour, ça devient un non-événement. Mais pour y arriver, il va falloir que tu enchaînes des déconvenus, des trucs à automatiser, des trucs qui ne marchent pas, des problèmes de prod, etc. Mais au bout d'un moment, tu vas progresser. En fait, c'est la pratique. En fait, pour le dire autrement, peut-être, c'est par la pratique. De parler, d'échanger, poser des questions, etc. C'est ça. Je te vois dodiner la tête. Ouais. C'est pas mieux, je ne sais pas. Ouais. Mais je serais intéressé pour en discuter, ouais. Je crois que Niels, d'ailleurs, fait un off où on peut aborder ce type de questions. Ah bah super. C'est quand ça? Je sais pas. Je Okay. sais plus. Je n'ai pas regardé. Il faut regarder sur le programme. Tu me dis quoi? Alors, pour les off sessions, après-midi. il y a 3 sessions cet après-midi de 45 minutes où vous pourrez discuter avec les orateurs qui y seront. Ah bah super. Je m'attends. Non, ma problématique dans ta réponse, c'est que tu dis répéter, 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 et qu'il y a X façons de répéter très différentes, en provoquant, en laissant un espace, etc. Donc savoir qu'est-ce qui se cache derrière ton répéter, répéter, répéter. Et ton côté on pratique et ça viendra. Il y a des trucs qui ne viennent pas. Quand on pratique, on peut s'enterrer dans les mauvaises Ah oui, solutions. tu as raison. Voilà. Il ne faut pas le faire tout seul et il faut essayer de tenir compte du feedback. Il y a un truc que j'aime bien qui est ProcessCom, mais ça, je t'en ai déjà parlé, enfin tu sais aussi, qui est un moyen de toucher les gens en utilisant les canaux de communication qui vont leur parler et qui vont réduire le stress de tout le monde. Ça, c'est un outil formidable pour moi. Je n'en ai pas parlé là, mais peut-être que c'est des trucs qui font partie de ma boîte à outils et auxquels je ne réfléchis plus maintenant. Ok, bon écoutez, merci d'être resté, voilà, et puis bon café, bonne pause.